Je règle de temps en temps à mes heures perdues des successions et c'est vrai que quand c'est le bazar, tout le patrimoine va fondre comme neige au soleil par la fiscalité et par les disputes familiales. Alain Delon n'a pas pu venir aujourd'hui, Johnny Hallyday non plus, mais il pourrait en témoigner amplement. Moi, mes testaments, ils sont sur 7-8 pages en général, je parle même pas de la clause bénéficiaire en parallèle, et donc ils sont tellement beaux que le client il a envie de décéder pour voir comment ça va se passer. Ça lui plaît. Le client vient et dit écoutez voilà, j'ai qu'un appartement à Paris qui vaut 1,2 million, je suis veuf, l'appartement m'appartient à moi tout seul et j'ai une fille. Donc, il est bien conscient que 1,2 million va exploser tous les compteurs et que tout va partir en impôts. Et qu'il va être sur la tranche marginale à 45%. Donc, c'est les économies d'une vie qui vont partir en impôts. Je lui ai dit, écoutez, on va faire un testament. Maintenant, tout le monde était sur la tranche à 20%, au lieu que la fille soit sur la tranche marginale, évidemment, à 45%. L'économie, 400 000 euros. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finari Talk. Aujourd'hui, je vous emmène chez le notaire pour parler transmission, fiscalité, société, bref, tous les sujets qui donnent mal à la tête mais qui méritent d'être compris. Et pour ça, j'accueille Antoine. Avec plaisir pour être votre aspirine à toute la communauté. Parfait. Maître de Ravel d'Esclapon n'est pas n'importe quel notaire. Il est également docteur en droit et enseigne à ce titre à l'université. C'est important de le signaler parce que c'est très rare dans sa profession. En parallèle de son activité de notaire, c'est aussi un conseil pour ses clients. Il les accompagne véritablement dans la gestion de leur patrimoine et ce sur deux aspects clés. D'une part, l'immobilier et d'autre part, le droit familial. Enfin, il est également auteur puisqu'il a publié un livre qui s'appelle Le Patrimonio dans lequel il présente plus de 100 solutions pour protéger et optimiser son patrimoine. Écoute Antoine, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de l'immobilier qui est le gros morceau dans le patrimoine de la majorité des Français. Il y a 870 000 transactions l'année dernière juste sur l'immobilier, donc c'est gros. Il y a plein d'aspects qu'on peut optimiser et l'État aime aussi s'y intéresser, donc c'est très taxé. Pour commencer sur la résidence principale, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour optimiser la fiscalité sur ce type de bien-là? Tu as tout à fait raison. Au départ, on se dirait les revenus ne sont pas taxés, puisqu'il n'y en a pas, c'est de la jouissance. Quoique le législateur, vicieusement, y avait pensé à une époque. Deuxièmement, les frais d'acquisition, il n'y a pas tellement d'optimisation possible, sauf la question des meubles meublants, mais bon, ça c'est vraiment à la marge. Quelques petits réglages. Donc, le problème n'est pas les détentions, le problème n'est pas la sortie, puisque c'est l'exonération totale de plus-value, donc c'est formidable, bravo. Le problème, ça va plutôt être la transmission. Et c'est pour ça, on en parlera dans le détail, mais moi je suis très favorable à la société civile, puisque tout ce qui est détenu en société civile permet une décote pour illiquidité, qui en général est tolérée par l'administration fiscale aux alentours de 20%. Donc ça permet de réduire l'assiette taxable considérablement, en plus que la société a un merveilleux outil de contrôle, de transmission, d'optimisation, on entrera dans le détail bien sûr. Du coup, avant de rentrer dans ce détail-là, le pendant de la résidence principale, c'est l'investissement locatif. Exact. Là, il y a plein de choses à faire. Oui. Alors, à commencer, lorsqu'on s'intéresse à une acquisition, à un investissement, très souvent, on va dire, bah oui, la consommation énergétique, la taxe foncière. Souvent, l'investisseur est plutôt avissé sur la question de l'annexion des parties communes, les échanges de caves qui se font de manière clandestine à Paris, qui posent tout un bazar au moment de l'acquisition, etc. C'est pas là que je vais apporter de la valeur ajoutée, c'est plutôt sur le contenant, sur le gros paquet cadeau qu'on va mettre. Il y a des enjeux de vie de couple. Et puis il y a des enjeux de société. Et donc une des premières questions, c'est est-ce que j'acquiers en direct ou est-ce que j'acquiers en société? C'est vrai qu'aujourd'hui, comme le législateur est en train de refermer le secteur de niche, la niche du chien, qui était le loueur meublé non professionnel et même le loueur meublé professionnel, avec une fiscalité de moins en moins favorable, les investisseurs recherchant des régimes avantageux vont naturellement être attirés vers l'impôt sur les sociétés. Et la magie de la société, c'est qu'on peut donc dire je choisis l'impôt sur les sociétés, je crée une société et cette société acquiert le bien. La fiscalité d'acquisition est la même, que la société soit à l'IR ou à l'IS. Et ensuite on est sous un régime plutôt avantageux qui est l'impôt sur les sociétés. Tu as parlé du LMNP, je voudrais revenir dessus. Ça fait des années qu'on nous dit que le LMNP va finir par sauter, LMP. Donc là, est-ce que tu as une idée de l'échéance ou des horizons de temps auxquels on va faire face ? Est-ce que ça va disparaître? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne pense pas que ça va disparaître brutalement du jour au lendemain, mais le législateur serre les boulons, et il serre tellement les boulons qu'il étrangle ceux qui sont concernés par cette niche qui est dans le collimateur à l'heure actuelle, il faut bien en être conscient. Et donc, il ne faut pas se lancer et tout tabler sur le loueur meublé non professionnel qui, jusqu'alors, avait d'immenses avantages puisque on avait le côté doux de l'impôt sur le revenu avec la progressivité de l'impôt et une forme d'amortissement, mais
cet amortissement, contrairement à l'impôt sur les sociétés, on n'était pas pénalisé à la sortie, puisqu'on était sur des sorties de plus-value immobilière classique. Et en plus-value immobilière, plus le temps passe, moins ça coûtera cher à la sortie. C'est vrai que ça paraissait un peu trop haut pour être vrai, donc ça allait finir par sauter. Du coup, tu as parlé d'acheter un bien immobilier avec une société. Ce serait quoi le schéma classique qui pourrait être intéressant pour un investisseur qui veut acheter un T2 à 200 000 euros? Voilà. Si cet investisseur se dit « j'ai un très haut niveau d'impôt sur le revenu », le loueur meublé non professionnel, je ne suis pas éligible ou je serai de moins en moins éligible, il peut se dire je constitue ma société. Alors la société doit être bien constituée, pas sur ChatGPT si possible, avec des statuts rondement menés, et j'acquiers au nom de la société, cette société, je la mets à l'impôt sur les sociétés. Et l'impôt sur les sociétés sera très favorable pendant la détention, mais avec un effet pervers à la sortie, puisque l'amortissement, qui est donc la prise en compte de la dépréciation du bien, va se faire au fur et à mesure, va être comme une charge, va être avantageuse en termes de fiscalité, donc ça va me permettre de générer plus de trésorerie, et je vais être pénalisé à la sortie, puisque la valeur nette comptable ou valeur nette fiscale aura été diminuée de cet amortissement. Donc, l'impôt sera sur une assiette plus large, l'impôt de sortie. D'où la sagesse, là encore, il faut faire tourner la calculatrice, regarder le tableur un peu, la sagesse de se dire souvent, il va falloir réinvestir intelligemment la trésorerie, le cash flow, comme on dit, que je vais économiser grâce à l'impôt sur les sociétés. Donc ça serait par exemple une SCI qu'on pourrait constituer? Exactement. Alors là, quand on rentre dans le détail, moi, j'aime pas trop l'idée de SCI. Ok. Sauf si ça fait plaisir aux banquiers qui ne prêtent que parce que la société fait de l'immobilier, mais grosso modo, c'est mieux d'avoir une société civile qui puisse avoir un objet immobilier, mais aussi financier. Je m'explique. Si je suis un malin, j'ai fait en sorte que ma société civile soit avec un objet social très large, et donc je pourrais faire de l'immobilier, mais peut-être que dans 10 ans, mon prix de vente, je vais le réinvestir sur du financier, un contrat de capitalisation, des titres vifs détenus en compte titres, des SCPI. Je peux faire tout ça si j'ai élargi l'objet de ma société. Et puis après, de la holding, ça sera peut-être malin de détenir des parts d'une autre société qui, elle, est à l'impôt sur le revenu parce qu'elle détient, par exemple, la résidence principale, et de faire circuler la trésorerie entre mes sociétés. Et donc ça, c'est un schéma qui est plutôt rare, j'ai l'impression, enfin en tout cas qui est moins connu que de la SCI. Comment t'expliques cette méconnaissance? Parce que je suis docteur en droit, parce que j'ai écrit un merveilleux ouvrage qui s'appelle Le Patrimonio, et parce que j'ai eu la chance d'approfondir un certain nombre de notions, de soulever le capot de la voiture et de regarder un peu toute la mécanique. Et le Code civil ne parle pas de SCI. Il parle de société civile. C'est la pratique qui ensuite a parlé de société civile immobilière, SCI. Je fais une petite pause pour vous parler de la grosse nouveauté sur laquelle on bosse depuis des mois. C'est la fonctionnalité la plus demandée de notre histoire, la gestion du budget. Finari, historiquement, c'était pour suivre son patrimoine. Dès maintenant, vous allez aussi pouvoir suivre et gérer votre budget. Donc ça veut dire suivre vos dépenses, catégoriser vos transactions et aussi avoir plein de graphiques pour voir où va votre argent, éventuellement trouver des dépenses un peu inutiles. On va catégoriser automatiquement toutes vos transactions sur tous les comptes connectés grâce à notre IA et vous donner plein d'analyses qui vous permettent de mieux piloter votre argent. N'oubliez pas que le budget, c'est la base d'une bonne stratégie patrimoniale. Le budget est disponible dès maintenant sur app ou sur web et je vous donne 20% de réduction sur notre abonnement pour en profiter. Le code, il s'affiche juste en dessous. Allez, on repasse au talk. Qui dit immobilier dit crédit. Tu as parlé du banquier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser ce levier? Est-ce qu'il y a des tactiques à mettre en place pour maximiser la fiscalité, aussi d'autres aspects qui pourraient être liés au crédit? Alors, quelques enseignements assez simples. Plus on emprunte, mieux on se porte. Il faut vraiment chercher à emprunter le maximum. Souvent, c'est une question de différentiel, de taux, c'est-à-dire entre le taux d'intérêt, même les taux actuels. Qui sont à 4 et quelques. Voilà, donc même ces taux-là, mais comparés à l'inflation et comparés au TRI, c'est-à-dire au taux de rendement interne du bien, c'est vrai qu'en général, on a un très bel effet de levier, notamment parce que aussi fiscalement, on va pouvoir déduire les intérêts, etc. etc. Donc, oui, moi j'encourage à recourir au maximum à l'emprunt. Ça a aussi des avantages. Je donne un exemple quand on va glisser sur le sujet de transmission. J'achète un bien avec un actif d'1 million, j'emprunte 800 000. Si je transmets tôt et que c'est mon gentil locataire qui rembourse les 800 000 pour moi, je vais transmettre à mes enfants sur une valeur nette de 200 000. 1 million moins 800 000. Donc il y a 800 000 qui ont échappé d'assiette taxable. C'est sympa. Ça, c'est conséquent, ouais. Après, il faut combiner parce que, par exemple, pour une première acquisition, très souvent, vous avez des avantages personnels, des prêts employeurs. Et donc, dans ces cas-là, il faudra regarder si on n'a pas intérêt à faire en sorte qu'une partie de l'acquisition soit à titre personnel, une partie ou une totalité,
peut-être ensuite d'apporter à société. Il faut savoir que quand on apporte à une société qui n'est pas à l'IS, il n'y a pas de droit d'enregistrement. J'ai un bien qui vaut 10 millions, je l'apporte à société. Si cette société n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés, j'ai 0 € de droit d'enregistrement. Là où j'avais quand même 5,89 voilà, en temps normal. Est-ce que le fait de se mettre en société civile, ça va complexifier l'obtention d'un prêt? Alors justement, c'est là qu'il faut voir. Ça dépend des banques. Des banques qui sont très rompues aux affaires vont dire bah oui, notre clientèle, elle a toujours plus ou moins une société civile, donc elle va trouver ça normal. Et puis elle a d'autres banques, donc préservera l'anonymat, qui vont dire ah bah non, c'est compliqué, le formulaire je l'ai pas, il est sous le tiroir, c'est Gisèle qui l'a encore déplacé, et ça sera mal parti. Donc il faut regarder, voir la température avec la banque au départ. Et évidemment, si le taux est plus attrayant en tant que personne physique, commencez à acquérir en tant que personne physique. Il y a un autre sujet pour le prêt, c'est la garantie. On peut utiliser le crédit logement. Certains, notamment les entrepreneurs, n'ont pas de fiche de salaire. Il y a d'autres techniques qui peuvent être mises en place, notamment l'hypothèque. Est-ce que ça peut être intéressant? Ah oui, l'hypothèque fonctionne très bien en société. Ce qui va se passer, c'est qu'en général, le banquier va dire, écoutez, moi je prête à la société, mais il faut que tous les associés se portent caution, de manière à ce que vous évitiez de céder vos parts à des aigrefins, et que moi je me retrouve avec des gens pas sérieux du tout en face. Et comme la société emprunte, comme la société achète, la société peut bien sûr donner en garantie le bien ainsi financé, ainsi acquis. Et ça a un coût de mettre en place une hypothèque? Alors, c'est pas la même poche, mais ça va toujours rentrer dans des poches. Grosso modo, les frais de la garantie sont soit pris par un organisme qui va être la caution, soit... Crédit logement, du coup. Exactement. Parmi d'autres, il n'y a pas que ça maintenant, soit c'est à l'inverse pris par un petit peu le trésor public parce qu'on va prendre une garantie sur le bien. Donc c'est vrai que ça coûte un tout petit peu plus cher. Voilà, c'est là encore fonction du dossier. Regardez ce que le banquier vous propose. C'est vrai que pendant très longtemps, les banquiers aimaient beaucoup les hypothèques. Maintenant, comme ils ont financiarisé la prise de garantie, ils préfèrent des solutions en interne parce que pour eux, c'est un service financier qu'ils offrent en plus à leurs clients. Donc c'est ça qu'on appelle le PPD, le privilège prêteur de deniers? Oui, alors ça a été reformulé, il y a eu une réforme du Code civil là-dessus, mais grosso modo, c'est ça. Tu as parlé des actionnaires. Est-ce que la société civile, c'est intéressant si on veut acheter à plusieurs et investir à plusieurs? Bien sûr, bien sûr. La société civile est un excellent outil parce qu'elle va permettre de créer tes règles sur mesure. Grosso modo, quand tu te lances dans un investissement, tu vas te heurter à des règles d'indivision qui ne te conviennent pas toujours. L'indivision, c'est la tyrannie des minoritaires. Hein. Tu as 0,1% d'un bien qui vaut 5 millions, tu peux aller voir le juge en disant je provoque la vente du bien du jour au lendemain. Donc c'est pas rigolo. Deuxièmement, le régime de la communauté, c'est formidable quand on est marié, mais il a aussi ses pesanteurs, notamment si on veut plus de souplesse décisionnelle. Les incapacités, il y a une personne qui tombe en tutelle, curatelle, habilitation familiale, ça devient vite un cauchemar, parce que s'il faut 6 mois pour l'ex-juge des tutelles, parce qu'il a changé de nom entre-temps, pour obtenir une autorisation, on est dans la mouise. La société résout tous ces problèmes parce que c'est une personne morale qui a une espérance de vie de 99 ans. Donc on pourra faire un bilan dans 99 ans, on sera tous les deux là, un petit peu plus âgés bien sûr. Bien sûr. Mais on sera là. Et donc c'est formidable parce que tu vas fixer toutes tes règles du jeu. Et pourquoi on aime autant les sociétés civiles? Parce que quand je le présente à mes étudiants ou quand je le décris dans mon merveilleux ouvrage Le Patrimonio, je dis que toutes les clauses permettent de déroger. Donc le code civil, il est écrit en disant sauf convention contraire, sauf si vous souhaitez faire à votre sauce, sauf si vous n'avez pas envie, la règle est. Donc c'est formidable parce que ça nous permet de faire du sur-mesure. Et on peut résoudre des problèmes de gouvernance, de pouvoir, de transmission, de gestion, d'organisation, de préférence, comme bon nous semble. Tu as parlé tout à l'heure du TRI que l'investisseur va évidemment regarder. Tout ça, ça a un coût. Ça va coûter combien de monter une société civile pour acheter un bien, je sais pas, un premier T2, tu vois? Une société civile, chez moi, je présente ma grille tarifaire, tout compris, c'est 2 500 €. Ça dure 99 ans, donc tu fais une division de 1500 vers 99. Bon, c'est limité. S'il y a un apport immobilier, ça coûte un petit peu plus cher, puisque là, on va déplacer un foncier un peu plus cher. Quand tu comprends qu'en termes de transmission, tu as une économie de 20% de l'assiette taxable, ça veut dire que ton bien immobilier vaut 1 million, tu l'as mis en société, les parts sociales ne valent que 800 000,
tu as assez vite compris que les frais sont dérisoires, les frais de frottement, comme on dit, sont dérisoires par rapport au gain. C'est un gain fiscal, mais d'abord le gain civil, parce que tu as la paix des familles, parce que tu as la transmission comme tu l'entends, parce que tu évites les problèmes d'indivision entre tes enfants, etc. etc. hein. Donc ça n'a... En tant que notaire, je suis bien placé, parce que là, on parle beaucoup de mon activité de conseil, mais aussi je règle de temps en temps, à mes heures perdues, des successions. Et c'est vrai que quand c'est le bazar, tout le patrimoine va fondre comme neige au soleil par la fiscalité et par les disputes familiales. Alain Delon n'a pas pu venir aujourd'hui, Johnny Hallyday non plus, mais il pourrait en témoigner amplement. Hein. C'est pas simple quand c'est mal organisé et mal préparé. D'ailleurs, pourquoi passer par un notaire et pas par un avocat pour un sujet de création de société civile ? Alors, les notaires ont un monopole pour tout ce qui est afférent à l'immobilier. Et assez vite, on va avoir besoin de mettre des biens immobiliers dans la société. Donc voilà, mais assez mécaniquement. Après, comme toujours, c'est fonction de l'expertise du professionnel et de ce qu'il va nous apporter. Ce que j'aime bien dans mes statuts, c'est anticiper 1001 situations auxquelles le client lui-même n'a même pas pensé. Je donne un exemple. On a créé une super société. 20 ans plus tard, les parents disent on est dans la mouise financière. Faut qu'on reparte avec de l'argent. La réponse classique, ça va être de dire on fait une réduction de capital. Oui, mais comme il y a eu démembrement, les enfants doivent repartir aussi avec une fraction de la valeur des parts sociales. Et plus les parents seront âgés, plus ils ont besoin de sous, moins ils en auront, parce que leur usufruit aura peu de valeur. Bah là encore, il faut que les statuts aient tout anticipé et prévu, que les dénouements se fassent par une convention de quasi-usufruit dont les modalités ont été organisées par avance, etc. Je te donne un autre exemple, les réserves. Dans une société, elle tourne bien, tu mets en place des réserves. Donc tout le monde est content. Simplement, les parents et les enfants se disputent. 20 ans plus tard, les parents disent nous, on a mis en réserve, donc c'est qu'on a renoncé à notre résultat. Nous, on est les usufruitiers. On a droit aux réserves. Les enfants disent non, c'est monté au capital, c'est plus dans la même place sur le bilan comptable, donc on y a droit. T'es parti pour 15 ans de procès. Donc si tu as de l'argent à perdre, d'abord, faut pas écouter cette émission. Et deuxièmement, faut se lancer dans ce procès-là. Sauf si les statuts sont très bien travaillés et que tu as créé un régime juridique spécifique pour les réserves. Pour continuer sur la thématique société, en France, on a un taux d'IS à 25%. Alors, il y a aussi un taux réduit. Exact, donc, à 15%. À 15%. Dans la moyenne européenne, on n'est pas si mal. On n'est pas non plus les premiers de la classe, mais on est bien meilleur qu'il y a quelques années où c'était catastrophique. C'est quoi la tendance là sur l'impôt sur les sociétés ? Alors, je pense que tu as très bien perçu que pour une raison politique, là c'est vraiment politique, puisque le financier est particulièrement attrayant, dynamique et qu'on a besoin d'entreprises absolument pour créer des emplois, on a une tendance à ce que l'impôt sur les sociétés va plutôt en se tassant, alors que l'impôt sur le revenu va... Je suis d'accord là-dessus. Ensuite, il faut faire attention parce que tu compares taux contre taux. Ouais. Mais il faut voir aussi comment c'est calculé. Or, à l'impôt sur les sociétés, quand tu as un amortissement, ça veut dire que tu n'as pas sorti de trésorerie et pour autant, ça minore ton résultat. Les charges sont très largement déductibles à l'impôt sur les sociétés, beaucoup plus difficilement à l'impôt sur le revenu. Donc tu vois que quand tu as 100 000 de résultats, j'ai envie de dire comptables purs, ils ne sont pas traités de la même manière à l'IR ou à l'IS. Donc déjà, tu vas avoir une assiette plus faible. Et puis, l'impôt sur les sociétés incite au réinvestissement. Donc ça, pour un entrepreneur et pour un investisseur, c'est formidable. D'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure, la société peut être constituée pour investir dans l'immobilier, mais in fine, elle peut aussi aller ouvrir un compte titre, etc. Exactement. À quoi il faut faire attention quand on ouvre par exemple un compte titre avec sa société ou un contrat de capi qui est un peu l'équivalent de l'assurance vie version entreprise? Alors, en gros. Tu vois par exemple des exemples de stratégies assez malines. Des parents ont mis sur mes bons conseils la résidence principale en société. Bon, l'intérêt... Ils vivent encore dedans, etc. Voilà, exactement. L'intérêt, c'est qu'en particulier, ils augmentent leur niveau de protection. Ça veut dire qu'en cas de décès de l'un ou de l'autre, le survivant pourra revendre le bien sans l'accord des enfants. Quand même magique. Alors qu'on a optimisé la transmission aux enfants en évitant l'indivision, en conservant les pouvoirs, en faisant des clauses d'attribution préférentielle entre les enfants, etc. On a tout organisé, on a surmonté les problèmes d'incapacité, on a surmonté les enfants de junkies qui voulaient rentrer, les beaux enfants, les enfants sont jamais junkies, c'est les beaux enfants qui sont junkies et par les clauses d'agrément on a tout verrouillé, donc ça super. Mais les parents te disent, on a un appartement parisien qui vaut 1,9 million, on va le vendre et on veut habiter à la campagne, c'est plus agréable, etc. Et à la campagne, on a trouvé quelque chose de formidable, mais pour un petit budget, proportionnellement, qui est seulement de 600 000. Qu'est-ce qu'on fait de la différence ? C'est là où ils ont été malins en t'écoutant, parce qu'ils ont ouvert un contrat de capitalisation.
Comme tu le disais très justement, et là encore dans le patrimonial, tout est bien décomposé, tu as un avantage à la durée de détention. Après 8 ans, les 4 600 € par personne. Donc, tu as ouvert un contrat de capitalisation. Exactement. Tu as ouvert ton contrat de capitalisation, tu y as mis 100 000 € à la création de la société. 20 ans plus tard, tu as récupéré l'intégralité des capitaux de ta société. La société l'a vendue en exonération de plus-value, si les statuts sont bien rédigés, là encore, parce qu'ils sont bien rédigés, parce que sinon, c'est le nu propriétaire, les enfants, qui sont les fiscalisés. Et ensuite, tu dis, je vais acheter la nouvelle résidence principale, et le reste, je le mets sur le contrat de capi, dont je vais pouvoir croquer petit à petit ce dont j'ai besoin pour compléter mes vieux jours. Est-ce qu'il y a des stratégies particulières pour les indépendants qui sont une classe, un type d'entrepreneur qui est en train d'exploser, une classe d'actifs, une classe de clients pour toi probablement? Oui, exact. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Je suis moi-même concerné en tant qu'entrepreneur. Exactement. Alors, là où tu as parfaitement raison, on a 2 outils assez magiques. Premièrement, l'optimisation de la rémunération. C'est pas totalement mon cœur de métier, mais c'est vrai que puisque le dirigeant, il a toutes les manettes, il peut voir comment il va être rémunéré. Il fait ce qu'il veut. Exactement. Deuxièmement, dans l'acquisition de son foncier. Là, il peut se dire, j'ai 2 optiques. Aujourd'hui, j'ai une société d'exploitation, une sexe, on va parler un peu sexe, mais on parlera cochonnerie après, on parlera couple. Et donc, avec sa société d'exploitation, que va-t-il faire? Il va acheter souvent un usufruit à durée fixe pour avoir son cadre de vie professionnel. Son entreprise va éviter de sortir de la trésorerie et investir à bon escient, puisqu'elle a besoin d'un foncier. Et la nue propriété, on a intérêt à la mettre plutôt dans la société civile, pépère, gentille, avec son épouse, avec ses enfants, avec le chien, voilà. Et pour jouer la carte de la durée de détention avec la plus-value à terme. Donc il y a souvent une optimisation du montage de détention. Alors tout ça c'est complexe, on est d'accord, parce que en particulier le législateur peut réagir quand il y a une cession d'un usufruit à durée fixe, par exemple, avec une fiscalité pénalisante pour le vendeur, parce qu'il soupçonne des manœuvres, mais on peut optimiser le mode de détention du foncier. Et grosso modo, l'idée c'est de dire, ma société d'exploitation sort de la trésorerie et à la jouissance, mais à long terme, avec une plus-value très douce, qui sera les plus-values immobilières, je me constitue un patrimoine avec des rentrées d'argent pour sécuriser ma retraite. Tous les schémas que tu décris là, avec un naturel qui est déconcertant, on est d'accord, c'est compliqué. Du coup, c'est quoi le bon moment à partir duquel il faut aller voir un professionnel pour le mettre dans la boucle et qu'il aille mettre le bon contrat au bon endroit, rédiger la bonne clause? Alors, tu connais sans doute l'adage qui dit il y a 2 moments pour planter un arbre, il y avait 10 ans et puis il y a maintenant. Donc, en pratique, le plus tôt est le mieux. Créer une société dont les statuts sont bien rédigés. Le testament, par exemple, sauf si tu as des pulsions suicidaires et que tu as l'intention de choisir la date de ton décès, tu ne sais pas quand tu vas décéder. Donc oui, le testament, c'est un outil formidable de transmission. On verra des exemples concrets, comment on peut économiser beaucoup de sous avec un testament bien rédigé. Et ça, il faut le faire le plus vite possible. Parce que dans un testament, on va raisonner en termes de scénario. Si je laisse un conjoint et des enfants, si je laisse des enfants mais pas de conjoint, si je laisse des enfants de lits différents, si, et avec tous les si, on aura une solution clé en main qui fait que moi, mes testaments, ils sont sur 7-8 pages en général. Je ne parle même pas de la clause bénéficiaire en parallèle. Et donc, ils sont tellement beaux que le client, il a envie de décéder pour voir comment ça se passait. Ça lui plaît. Et donc, on est dans cette dynamique-là de dire, comme on a envisagé tous les cas de figure, mieux vaut le faire le plus tôt possible. Justement, le sujet de la transmission, c'était le sujet de la communauté Finari. On leur a demandé sur la communauté, on va vous mettre un lien quelque part par ici. C'est le sujet qui fait peur parce que, évidemment, l'État va prélever une partie de ce qu'on va transmettre à ses héritiers. Tu as parlé du testament, rentrons dans le détail. Qu'est-ce qu'on met en place concrètement, là maintenant, pour optimiser sa fiscalité sur la transmission? Alors, tu as raison. La très mauvaise nouvelle, c'est que la fiscalité successorale est confiscatoire. Elle est très mal vécue. En plus que ce qu'il va y avoir des relations humaines, psychologiques, un peu délicates dans la succession. On pense une petite pensée pour Alain Delon, évidemment. Donc, vous voyez, ça c'est le contexte. Mais la très bonne nouvelle, c'est que le Code général des impôts, là je ne suis pas en train de parler de fraude, le Code général des impôts avantage considérablement ceux qui anticipent. On va prendre des raisons objectives. Premièrement, tu as un abattement de 100 000 € par parent, par enfant. Il se renouvelle tous les 15 ans. Et on oublie souvent de le dire, c'est toute la progressivité de l'impôt. Donc un client, il a intérêt à transmettre aujourd'hui, s'il a un gros patrimoine, à 20%,
que demain à 40%. Donc là, tu peux nous donner un exemple. Donc moi, j'ai un appartement à 500 000 euros. Je peux commencer à le transmettre à mes enfants à hauteur de 100 000 euros. Voilà, par parent, par enfant. Si tu es en société, civilement, tu vas garder les pleins pouvoirs et fiscalement, la décote des 20%. Et puis, bien sûr, tu vas réserver un usufruit. Donc là encore, deuxième avantage considérable, ton usufruit est fonction de ton âge. Plus tu es âgé, moins tu as d'usufruit et l'usufruit est défiscalisé. Donc, j'ai 91 ans. Si je transmets à mes enfants, je vais me réserver un usufruit qui n'est que de 10%. J'aurais transmis avant mes 91 ans, juste avant de souffler le gâteau d'anniversaire, j'avais 20% de décote. C'est brutal, hein, on perd 10 points à chaque anniversaire des 51, 61, 41, 31, etc. Donc ça veut dire qu'il faut lancer concrètement le compteur tout de suite ? Le plus tôt possible, en général, d'autant que, comme on est en société, moi, je déconseille des transmissions en direct, sauf quand il faut purger des plus-values, par exemple, sauf quand il y a des attributions particulières, mais effectivement, plus tôt on transmet, mieux c'est. Dans les arguments pro-transmission, il y a aussi la valeur historique. Le foncier parisien a pris plus 50% en 10 ans. Tu as ceux qui ont transmis au début des 10 ans et ceux qui ont transmis après les 10 ans. Et c'est la même grille d'impôt. L'impôt est stable. Simplement, il y a des gros perdants. Et il vaut mieux dans l'autre catégorie. Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels tu ne recommandes pas de transmettre, de lancer le décompte des 100 000 euros tous les 15 ans ? Écoute, il y en a assez peu, mais on peut imaginer une brouille familiale. Bon, j'ai pas envie de transmettre à mes enfants, mais c'est assez rare. C'est assez rare. Donc, en général, les indicateurs sont au vert et on arrive à trouver la quadrature du cercle. Là encore, c'est beaucoup de chiffrage, beaucoup de finesse psychologique. C'est pour ça que M. ChatGPT ne peut pas nous aider là-dessus. Il ne connaît pas les sentiments. C'est du réglage très fin, c'est l'horlogerie. Il faut bien comprendre que le droit, c'est pas une masse de contraintes abominables qui t'empêchent de faire ce que tu veux. C'est de l'ingéniosité, c'est des dizaines, des centaines de techniques. Alors moi, je les liste dans mon ouvrage, mais on me dit, voilà, on peut faire un paiement différé, on peut faire une caution solidaire non intéressée à la dette, on peut faire ci, on peut faire une faculté d'attribution préférentielle, on peut faire une clause texane, on peut faire une clause alsacienne. Il y a mille et une solutions qui te permettent de résoudre le problème. Et toute l'astuce, c'est trouver la bonne combinaison, la bonne alchimie. Pour juste sortir 2 secondes du sujet, là, tu as cité la clause texane, la clause alsacienne. Dans quelle mesure le régulateur, ou en tout cas le gouvernement, enfin pas le gouvernement, l'État complexifie de façon délibérée tout ce sujet de la fiscalité et de tout ce qui est l'administratif en général en France? Je dois reconnaître qu'en droit des sociétés, ça a été quand même mis en place en 1804. À l'époque, le Code civil est d'une qualité rédactionnelle impressionnante. Il y a des grands auteurs qui lisaient le Code civil avant de rédiger. Zola, Balzac, etc. Donc c'est dire que c'était vraiment très très bien écrit. C'était très bien pensé. Ça n'a rien à voir avec les textes contemporains. Je lance une petite pierre discrètement, qui sont comme souvent beaucoup plus compliqués et touffus. Donc honnêtement, on est dans des mondes... Par exemple, les régimes matrimoniaux, c'est le domaine de la liberté. Tu as beaucoup de liberté. Donc... Vraiment, et moi je suis un passionné de digitalisation, de simplification, mais vraiment on ne doit pas se plaindre de l'état du droit qui nous donne énormément de possibilités. Et la difficulté, c'est plutôt de ramasser toutes les opportunités. Chaque situation recèle une opportunité, il faut trouver la bonne. Justement, pour revenir sur les opportunités, tu as parlé des 100 000 euros tous les 15 ans par parent par enfant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton attirail, dans ton arsenal de Par exemple, tu peux donner aux petits-enfants. Donc, si tu es en société, tu n'as plus de problème de gouvernance. Les petits-enfants, ils sont mineurs. Tu as un abattement de 31 865 € qui est bonifié parce qu'il y a l'usufruit conservé par les grands-parents, mais ensuite un usufruit intermédiaire pour l'enfant pivot. Donc, tu vois que assez rapidement, avec la décote d'illiquidité, etc., tu as pu multiplier solutions. Après, on a vu aussi l'assurance vie. Alors ça, l'assurance vie, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on a les 152-500. Mais là ça, encore, c'est les 152-500, c'est quoi? Alors, les 152-500, tout ce que tu vas placer avant tes 70 ans, pour chaque bénéficiaire, tu vas lui faire bénéficier d'une exonération de 152 500 €. Automatiquement. Automatiquement. En plus de ce que tu as déjà pu donner. Exactement. Donc, toute l'astuce va être d'avoir une clause bénéficiaire particulièrement bien rédigée. Si elle est bien faite, elle est sur 3-4 pages, facilement, dans lequel tu vas multiplier les possibilités de démembrement de la clause bénéficiaire. Parce que comme on a vu que l'usufruit, c'est défiscalisant quand c'est le conjoint,
on se dit, on va essayer d'utiliser les 152 500 plus le conjoint qui va encaisser financièrement les capitaux, civilement les capitaux, et les enfants auront l'avantage fiscal. Donc il y a tout un jeu de combinaisons et on peut le faire aussi au niveau, par exemple, transgénérationnel. Je transmets un usufruit de mes capitaux à mes enfants, mais la nue propriété à mes petits-enfants. Et c'est bien mes enfants qui en récupèrent les capitaux, l'un intégralement, mais les petits-enfants auront l'avantage fiscal. Donc là, concrètement, ce que tu es en train de me dire, c'est si tu as une assurance vie, ça vaut le coup de mettre un notaire sur le coup pour aller rédiger une clause bénéficiaire beaucoup plus fine que ce que va être la clause standard de l'assureur. Exact, voilà. Ok. Voilà. Et les clauses, évidemment, les assureurs n'acceptent les démembrements de propriété que moyennant un certain nombre de clauses, de garde-fous, de précautions. Tu as des sujets délicats, par exemple, famille recomposée. Alors c'est sûr que tu ne vas pas mettre tous les capitaux à la nouvelle épouse alors qu'il y a les enfants de la précédente union qui ne seront pas ses héritiers naturels. Donc là encore, c'est un peu de finesse, c'est un peu de sur-mesure. On est bien d'accord. Tu as parlé de l'assurance vie, il y a aussi le compte titre qui peut être intéressant pour des logiques de transmission. On n'y pense pas forcément. C'est quoi les avantages qui sont liés à ce Le compte titre, c'est la structure générique. Ouais. Donc si tu veux, par défaut, tes fonds sont sur un compte titre, ce qu'on appelle en droit le droit commun. Après, tu as des enveloppes fiscales particulières, l'assurance vie, le contrat de capitalisation, le PEA. Après, on peut avoir des variantes PEE, etc., sauce samouraï, sauce béarnaise, bon, tu aménages un peu comme tu veux. Le compte titre, c'est la structure générique. Ce que tu vas bien aimer dans le compte titre, c'est plus largement l'intérêt du financier, c'est la latitude maximale pour prendre tous les actifs financiers. On peut investir dans tout. On peut investir dans tout, alors que si tu vas voir ton assureur, tu dis je veux l'assurance vie, il va te présenter un catalogue, en général assez étendu, gestion active, gestion passive, parfois des titres en vif, parfois SCPI, mais c'est quand même un catalogue souvent un petit peu limité, notamment pour des raisons réglementaires. Donc le compte titre, ça c'est le premier avantage. Deuxièmement, c'est tous les avantages de la liquidité, de la réalisation assez facile. Maintenant, je suis un peu nuancé parce que la fiscalisation des plus-values me plaît pas beaucoup. Et il me semble que alors que j'ai pas ça en PEA ou en assurance vie. Exactement. Mais il me semble que sur le compte titre, les plus-values sont purgées au moment de la transmission. Par donation. Par donation. Par donation. Alors moi, c'est un schéma qu'on a fait, par exemple, le cadre dirigeant qui a des très jolis comptes titres avec les actions gentiment remises par sa société. Il va donner à ses enfants. Les enfants vont l'injecter dans la société civile familiale. Donc le père garde le contrôle. Donc la société civile aussi est transmise, puisque c'est avec les jardins des enfants. Et là, en jouant sur les comptes courants, sur l'apport au capital, etc., on fait en sorte que tout soit en ordre de bataille. Les parents ont la jouissance et les enfants recevront tout sans fiscalité au décès des parents. Il y a aussi le don qu'on peut utiliser comme outil. C'est quoi les grandes familles de dons ? Là encore, c'est toujours un sujet un peu casse-cou parce que Madame Bettencourt, quand elle fait un don, effectivement, c'était sur des montants qui n'étaient pas ceux qu'on connaît. Même en écoutant tous nos conseils, même en lisant le patrimoniaux, je suis d'accord. Donc, il faut savoir qu'il y a de la souplesse de la part de l'administration fiscale sur les présents d'usage pour l'anniversaire, pour le baptême, pour la réussite à un examen, pour Noël, etc. Ça donne de la souplesse. Moi, je dis attention à ne pas en abuser non plus. Et puis, au rapport successoral. Parce que, en principe, il n'y a pas de rapport successoral, mais là encore, ça fait une question de proportion. Donc, c'est toujours un peu délicat parce que personne ne peut dire le montant. Dans une succession, l'abattement, quand il n'y a pas de lien de parenté, c'est 1 594 €. Donc, ça ne va pas chercher très loin. Et après, la fiscalité est 60%. Donc, moi, je recommande plutôt des solutions comme le prêt de famille. C'est sympa. Un prêt de famille, ça coûte combien ? Ça coûte 125 €. Après, s'il est bien bordé pour avoir l'opposabilité à l'administration fiscale, avec des mécanismes de garantie aussi. Moi, dernièrement, j'ai des parents qui ont aidé un enfant. L'enfant, il achète un bien avec la concubine. Les parents disent, oui, mais si l'enfant se décède, on ne veut pas que le patrimoine familial s'évapore. Donc, là encore, on peut mettre des garde-fous, des promesses d'affectation hypothécaire. On peut tout organiser et ça permet d'avoir un coup de pouce très sérieux pour les enfants, en toute légalité civile et fiscale, et dans la paix et dans la joie. Pour finir sur le sujet de la transmission, tu as parlé du testament tout à l'heure. Tu me disais avant qu'on prépare l'émission qu'il y a plusieurs façons d'économiser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros avec un testament bien ficelé. Est-ce que tu peux me décrire ce que c'est ce testament bien ficelé ? Alors, il y a 1000 subtilités à mettre dans un beau testament. Je te donne un exemple très concret. Le client vient et dit, écoutez, voilà, j'ai qu'un appartement à Paris qui vaut 1,2 million, je suis veuf, l'appartement m'appartient à moi tout seul, et j'ai une fille. Donc, il est bien conscient que 1,2 million va exploser tous les compteurs et que tout va partir en impôts. Et qu'il va être sur la tranche marginale à 45%. Donc, c'est les économies d'une vie qui vont partir en impôts. Je lui dis, écoutez, on va faire un testament. Et dans le testament, on ne va pas mettre grand-chose. Vous allez désigner votre fille comme légataire universel.
Bah, il dit, ça sert à rien, moi je ne veux pas vous payer pour que vous fassiez un testament. Elle est déjà mon héritière. Non, lisez le patrimonio. Pour moins de 40 €, vous allez avoir la réponse. Parce que le légataire universel... Il faut lire les 200 pages quand même. Exactement. Mais ça se savoure plus que ça se lit en réalité. Au coin du feu avec un verre de vin. Exactement. Et donc, l'idée, elle est toute simple. C'est que le légataire universel peut cantonner, c'est-à-dire prendre moins que prévu. Donc, la fille a cantonné en disant, moi... Mon objectif dans la vie, c'est surtout d'aider mes enfants. J'ai 2 enfants qui veulent s'installer à Paris. Donc, elle a cantonné pour ne prendre qu'un tiers. Donc, elle n'a reçu qu'un tiers d'1,2 million. La succession, elle y a renoncé formellement en tant qu'héritière. Donc, les 2 enfants sont venus par représentation du grand-père et ils ont reçu chacun un tiers d'1,2 million. Maintenant, tout le monde était sur la tranche à 20%, au lieu que la fille soit sur la tranche marginale, évidemment, à 45%. L'économie, 400 000 €. 400 000 € sur la seule première transmission. Elle a aussi économisé d'avoir à retransmettre elle à ses enfants. Et tout ça, c'était prévu dans le testament de l'origine. Elle aurait voulu y renoncer, elle pouvait recevoir le 1,2 million au taux maximum. Ça, c'est un acte qui coûte combien, un testament? Alors, un testament très bien rédigé. Alors, en plus, nous, on fait vraiment en sorte qu'il soit incontestable en justice et qu'il soit opposable tout de suite au fisc. Okay. Parce que... Ça veut dire quoi, opposable tout de suite au fisc? Alors, c'est-à-dire, la difficulté est la suivante, c'est que très souvent, on va te dire, testament, c'est pas compliqué, on va prendre une feuille de papier, on va aller dans la photocopieuse, on ouvre, on prend une feuille de papier et on met 3 phrases. C'est un testament dit holographe. Ce testament holographe, quand tu vois l'achat d'une place de stationnement, c'est 30 pages d'actes, 90 pages d'annexes, 2 notaires, 20 syndics, une agence immobilière, tu vois tout le team. Ton testament sur toute ta vie, tout ton patrimoine, c'est une seule page. Bon, ça va être un peu fragile et donc évidemment, il y a une procédure devant le juge de reconnaissance du testament. Quand il y a les enjeux financiers et que tu as 6 mois pour payer l'impôt et qu'on est encore en train de dire il faut que le juge valide le testament, c'est dangereux. Donc moi, je suis vraiment attaché à ce que le testament il soit exécutoire tout de suite, qu'il n'y ait pas de contestation. Et puis on l'a vu, le testament, c'est quand même mieux qu'il n'y ait pas de débat, de contestation, qu'il soit vraiment très sécurisé. Et le testament, chez moi, un testament, c'est 1 500 € et le second testament est à 750 €, c'est le tarif couple. Ok. Parce qu'on aime l'amour, c'est l'amour qui triomphe à la fin. Et pour finir sur l'amour, parce que c'est quand même intimement lié, le notariat et l'amour, quand on pense couple, on pense forcément argent parce que ça va avoir un impact très fort. On peut se marier, on peut se paxer, on peut aussi vivre chacun de notre côté, mais quand même être ensemble. À quoi il faut faire attention? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour maximiser ses rendements quand on est en couple? Alors, j'ai évolué, j'ai gagné en sagesse avec le temps. Au départ, quand je rencontrais mes clients et qu'on parlait couple, je leur disais, écoutez, on va parler cochonnerie. Il y a 3 petits cochons. Le cochon en concubinage, c'est la maison de paille. Le cochon dans sa petite maison de bois, c'est celui qui est paxé. Et la maison de pierre, elle est évidemment plus solide. La morale de Walt Disney, elle était trompeuse parce qu'on fait croire que les cochons vont être protégés. Non, la réalité de la morale, la vraie morale de la vraie histoire, c'est de dire que les premiers cochons se font manger. Et donc, je leur expliquais, je dis, il y a 3 statuts, faites attention, choisissez le bon. Parce qu'en général, le couple qui te dit, on a un enfant, on s'est endetté pour 25 ans avec la banque, on a 3 biens immobiliers en commun, et qui te dit, on ne veut pas s'engager, il y a un truc bizarre. Alors moi, je suis docteur en droit, pas en psychiatrie, mais après, je dis, il y a quand même un truc bizarre dans votre histoire. Donc c'est là qu'on dit, vous avez tous les inconvénients de la vie de couple, et vous n'avez aucun avantage. Donc, au moins pas que ces testaments, c'est déjà une excellente combinaison. Aujourd'hui, je raisonne différemment, je dis aux clients, quel est votre objectif de protection du conjoint ? Comment vous voyez les choses? En cas de décès, comment ça se passe? Et là, ils disent, attendez, je veux rester, je veux pas que les enfants me mettent dehors, c'est important, j'ai besoin de toucher les revenus, etc. Et ils pensent symétriquement, réciproquement. Et là, tout de suite, ils arrivent à comprendre l'intérêt de mieux protéger le couple. Et c'est selon le niveau d'intensité, le niveau de protection qu'on leur apporte l'épaisseur de blindage. Je suis comme le carrossier, je mets le niveau de blindage que vous souhaitez. Et de se dire, de toute manière, si vous craignez la séparation, faut pas vous mettre ensemble. On va prendre les choses, c'est comme voilà. Mais derrière la boutade, c'est de dire, au contraire, organisez votre vie de couple, organisez-la, protégez-vous. Vous faites un testament, c'est très sympa, mais si vous êtes en concubinage, fiscalité, 60%, après un abattement de 1594. Si vous êtes paxé, si vous êtes marié, exonération totale, ça change quand même l'équation. Et justement, le Pax, tu disais qu'il y a peut-être un piège où il faut faire très attention au Pax, à la façon dont il va être rédigé et dont il va être Alors, c'est toujours pareil. Si tu veux perdre beaucoup d'argent,
Parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans ces émissions. C'est un peu décevant. La meilleure astuce, c'est de bâcler le cadre juridique de son investissement. Donc je dis, je suis très malin. Je vais... Alors, exemple caricatural, mais qu'on rencontre dans nos dossiers. Hein. Moi, je suis très malin. Je ne vais pas payer 300 € à un notaire. Je vais faire mon Pacs à la mairie, je vais cocher n'importe comment les cases, et puis le testament, je vais prendre une feuille de papier, ChatGPT va me dire je lègue tout à Géraldine Dubois, point. Et que se passe-t-il ? Une fois sur deux, ils ont coché la mauvaise case du Pacs. Tu as deux formes de Pacs. Il y a le Pacs dans lequel on dit c'est selon la réalité du financement, c'est dit. C'est ce qu'on appelle la séparation de biens, soit indivision, et là encore les termes sont très mauvais, à l'université je redonne les bons termes, dans le patrimonio c'est mieux écrit aussi, et c'est, peu importe la réalité du financement, ça sera partagé moitié-moitié. Donc celui qui a mis 90%, il repart avec 50%. Mais il a coché sa case, il a économisé 300 €. Alors là il est malin. Et puis, entre-temps ils rompt le Pacs, entre-temps il se repaxe, et au moment où il décède, on retrouve le testament d'origine, on va aller chercher une illustre inconnue qui reçoit tout le patrimoine à la fiscalité de 60%. Voilà. Et il a fait des économies. Il est content. Si tu veux, ça donne envie de décéder une deuxième fois quand c'est aussi mal organisé. Ouais, il sera pas là pour s'en rendre compte. Donc... Exactement. Ben, il retirera en enfer, c'est ça le problème. Alors que, à l'inverse, ce qui va être très malin, c'est d'avoir un testament modulable. Moi, dans mes testaments, je dis le conjoint, c'est la personne à laquelle je suis marié ou pacsé 1 minute avant mon décès. Comme ça, j'ai la bonne. Bien sûr, ouais. Sur le mariage, contrat de mariage, c'est un must-have aujourd'hui ? Alors, le contrat de mariage, là encore, c'est du sur-mesure. Un piège et une solution. Un piège, c'est que même la séparation de biens pure et simple, on peut l'aménager avec un esprit communautaire. Parce qu'on a une jurisprudence de Cour de cassation qui nous permet de mettre la résidence principale et les résidences secondaires dans le pot commun, entre guillemets. De considérer que c'est une contribution aux charges du mariage. Donc celui qui rembourse le prêt bancaire, plus que sa quotité, néanmoins, ça sera moitié-moitié à la fin. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ensuite, c'est assez étonnant, je l'expliquais à mes chers étudiants en gestion de patrimoine, dont d'ailleurs un de mes étudiants était le fameux Camille, déjà intervenu ici. Salut. Donc voilà, on a des étudiants de grande qualité. Et c'était très intéressant parce que quand tu vas regarder le Code civil sur le régime d'une séparation de biens purs et simples, que tu regardes quel est le régime des créances entre époux, c'est-à-dire un époux qui rembourse à la place de l'autre. Donc c'est très fréquent dans la vie de couple. Parce qu'il y en a un qui a perdu son emploi, il y en a un qui s'occupe des enfants, etc. On est d'accord. Eh bien, il renvoie au régime de la communauté. Le Code civil renvoie, pour la partie séparation de biens, au régime de la communauté et au régime le plus favorable aux créanciers. Donc là encore, il faut sensibiliser le client. Deuxième élément, on aménage énormément pour les retraités en particulier, le régime matrimonial, parce que c'est le jackpot d'optimisation et de transmission. Exemple, monsieur a un très gros patrimoine, madame n'a pas le sou. Eh bien, monsieur, pour pas beaucoup de sous, va pouvoir glisser le patrimoine au nom de madame et madame co-transmettre. Alors, autant dire que quand on encapsule en société civile, qu'on met des avantages matrimoniaux avec des combinaisons, avec des démembrements, on fait des trucs quand même très très sympas à la fin. Parce qu'en fait, c'est un jeu de bonne taux, faut tout relier. Alors, bonne taux, c'est une non. fraude, donc on va pas forcément des dire poupées comme ça. russes, voilà, des poupées russes. Là où tu as parfaitement raison, une optimisation patrimoniale, c'est de se donner le maximum de possibilités. Un testament, il ouvre le maximum de possibilités. Une clause de bénéficiaire, elle ouvre le maximum de possibilités. Une société civile, il ouvre le maximum de possibilités. Parce que, le jour J, tu seras content d'avoir le choix entre 42 outils dans ta boîte à outils plutôt qu'un outil. Tu vois le drame de la communauté universelle avec attribution intégrale. Je décède, boum, tout pour le décès, c'est une catastrophe fiscale. Et civilement, c'est pas toujours extraordinaire non plus. Donc, voilà, le but du jeu, c'est de multiplier les possibilités, multiplier les opportunités. Et d'anticiper, comme d'habitude. Exactement. Pour finir, je voudrais prendre les questions de la communauté. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur notre forum et Antoine va y répondre, mais tous les invités y répondent. Et donc, on va les prendre dans l'ordre de popularité. Première question, la famille recomposée touche de plus en plus de ménages, on est dans le thème. Exact. Comment optimiser à la fois la protection de son conjoint actuel sans spolier les enfants non communs ? Alors, en général, ça va passer par un testament et une société civile. En général. Pourquoi ? Le Code civil nous dit... si famille recomposée et mariage, donc tu vois, c'est vraiment les clients, ils veulent bien faire, ils sont mariés. Le conjoint survivant reçoit un quart en pleine propriété parce qu'il y a des enfants non communs qu'on peut convertir en droit d'usage et d'habitation sur la résidence principale, mais souvent c'est pas adapté à des clients investisseurs qui ont besoin de revenus par ailleurs. Bref,
Un quart en pleine propriété. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'il faut. Parce que tu vas suravantager le conjoint en pleine propriété, donc ses propres enfants, et tu ne vas pas lui reconnaître la possibilité d'encaisser gentiment, tranquillement les revenus du patrimoine constitué ensemble. Donc là encore, testament sur mesure. La clause bénéficiaire aussi est subtile parce qu'il va falloir faire du démembrement avec les enfants communs et pas du démembrement de la pleine propriété avec l'enfant non commun ou les enfants non communs. Donc voilà, le testament, ne décédez pas avant d'avoir fait votre testament, hein, faut vraiment le répéter. Et puis la société civile, parce qu'elle va permettre de reconnaître au conjoint survivant le pouvoir, donc je peux adapter mon cadre de vie, je peux adapter, arbitrer mes investissements sans spolier les enfants, puisqu'ils sont nus propriétaires de toutes les parts de la société. Donc en valeur, ils restent avec un patrimoine souvent exonéré si on a anticipé par donation. Très clair. Clair de notaire. Clair de notaire, voilà, exactement. Et humoriste, à ses heures perdues. Ouais, exactement, exactement. C'est gratuit. Hein. C'est gratuit, voilà, ça fait partie de la prestation. Prochaine question. Je n'ai pas d'enfant, je n'en veux pas. Ah, je n'en fournis pas d'enfants non plus. Voilà, hein. Voilà ça c'est eux qui doivent décider. Je ne veux pas me marier, me paxer, mais je souhaiterais transmettre à des personnes très proches, même si pas de liens familiaux. Intéressant. Hormis l'assurance vie et les PER assurantiels, je ne vois pas de solution. Est-ce qu'il y en a? Et donc il nous suggère peut-être le bois en forêt. Alors c'est exact, bois et forêt bénéficient d'un avantage fiscal là-dessus. Après, ce qui peut se faire aussi, c'est qu'il peut réorganiser son patrimoine, par exemple en commençant entre guillemets à le transmettre par de la vente pure et simple. C'est-à-dire que j'ai un bien locatif dont j'ai besoin aujourd'hui des revenus, mais je peux le vendre à un proche à des conditions du marché. Attention, là moi je suis très vigilant là-dessus, parce que le fisc aussi va veiller, hein, on est bien d'accord. Il va y avoir un effet de levier, tous les effets de levier que tu décomposes attentivement, l'effet de levier de l'emprunt, de la déductibilité des intérêts, nanana, société civile, des codes pour liquidité, bref. Donc on est d'accord là-dessus, et lui il encaisse un capital, et ce capital, idéalement il le place en assurance vie ou il le croque. Voilà, c'est plus intelligent. Est-ce qu'il peut aussi créer des sociétés et mettre et nommer les gens à qui il veut transmettre comme actionnaires ou les faire rentrer dans la structure? Alors, je suis d'accord, mais tu résous qu'une partie de l'équation. Tu vas leur transmettre le pouvoir, mais pas l'avoir. Tout à fait, ouais. Tu vois? Donc c'est un outil, évidemment, mais il va falloir le compléter par une transmission qui pourra être par une cession avec l'effet mécanique de l'effet de levier. Excellent. Il y a un point qu'on a beaucoup abordé et je pense que tu es un peu tu es largement en avance sur ta profession, c'est le digital. Et donc la question, elle traite de ça. Quelle évolution du métier de notaire à l'heure du digital, notamment les prochaines disruptions attendues du secteur, les futures solutions en self-service comme la possibilité de faire son testament numérique en ligne, ça existe déjà, et le faire authentifier avec une identité décentralisée ou enregistrer son acte de vente d'un bien immobilier dans la blockchain. C'est vrai que ça paraît évident que la blockchain, ça pourra résoudre ça. Ça me paraît tellement old school de devoir aller chez son notaire pour faire un testament ou l'actualiser. Ça serait tellement plus simple de le faire en ligne pour l'actualiser directement dès qu'on en a besoin. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, tu vas poser la question suivante à monsieur ChatGPT. Est-ce que tu as un sentiment? Et il va être très embarrassé. Il va dire, je suis une machine, je n'ai pas de sentiment. Or, moi, mon métier, c'est d'écouter le client, c'est de le renifler, c'est de le toucher, c'est de comprendre une psychologie, même dans un silence, même dans une émotion, un sentiment, et de le traduire en acte juridique officiel, opposable au fisc, opposable à l'administration, opposable aux uns aux autres, qui soit incontestable. Donc, la machine ne sait pas faire. Et un grand professeur de droit disait, la dernière machine à inventer sera celle à rédiger les actes. Donc, à mon avis, le rôle de tiers de confiance qu'a le notaire est un rôle irremplaçable. Notamment, il veille à la perception d'impôts, il veille à la sécurité des mutations. Et pour un coût, 0,8% de la valeur d'un bien pour te garantir que tu es bien propriétaire, c'est pas cher payé. Et si tu regardes par rapport au risque de contentieux qui est évité, c'est dérisoire. Maintenant, là où tu as totalement raison, moi j'aime beaucoup ça, c'est comment nous en interne, on essaie de digitaliser, de faciliter l'expérience client à travers des questionnaires pour recueillir les informations le vendredi soir, il est tranquille, il est chez lui, il sirote sa boisson préférée au coin du feu et il remplit des questionnaires, les informations, plutôt que des va-et-vient permanents de courriels avec des trop gros fichiers pour être transférés, etc. Insupportable, ça, exactement. Donc effectivement, nous en interne, on a à s'améliorer. Moi, je le fais
pas tous les jours, mais toutes les semaines, en tout cas pour améliorer l'expérience client, faire en sorte que la prise de rendez-vous soit facilitée, que la correspondance soit facilitée, que les mouvements financiers soient facilités, qu'on ait de la transparence, qu'on ait de la visibilité, de la réactivité. Et c'est donc, j'ai envie de dire, dans notre popote interne, c'est pas en salle, c'est plutôt en cuisine qu'on va utiliser l'outil digital. La blockchain pour enregistrer les actes en France, t'y crois ? Alors, j'y crois pas parce qu'il y a une raison fiscale. Personne n'est prêt à lâcher l'aspect fiscal et le notaire est un encaisseur d'impôts assez remarquable. Et tout le système tient... si la France peut emprunter aujourd'hui sur le marché financier, c'est parce qu'elle garantit qu'un jour ou l'autre, on va prendre l'impôt. Et il faut des tiers de confiance. Si demain, on peut détourner l'État. Ensuite, depuis Louis XIV, c'est le roi soleil, tout dépend de l'État, tout est pensé par l'État, tout est vu par l'État. Donc une solution purement alternative, j'y crois pas trop. Mais peut-être c'est pas dans la mentalité l'État qui française. utiliserait aussi la blockchain, tu vois, en parallèle de... Oui, alors ça fonctionne, les rares exemples historiques dans des pays où l'État est très peu présent. Je crois que l'État doit alors c'est politique ce que je dis, mais se recentrer sur ses fonctions régaliennes. Manifestement, ce que disent les sondages d'opinion, l'État doit faire son job, mais les Français sont très attachés à leur État et le notaire, il est dépositaire de l'État. Il signe au nom de l'État, hein. Il signe avec la Marianne de l'État. Donc derrière, il l'engage, il met un sérieux, une crédibilité qui est très important. Dernière question sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on vient d'avoir les ETF Bitcoin. Tu as peut-être déjà eu des successions dans lesquelles il y avait de la crypto. Il y a plusieurs sujets et on a déjà parlé en amont. C'est un sujet qui est complexe, mais il y a 2 points qui m'intéressent. C'est est-ce que tu as déjà vu des successions dans lesquelles il y avait du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies ? Et d'autre part, comment le notaire il peut s'adapter à ce nouvel enjeu de la clé privée et du risque de perte tout simplement, et donc de la perte pour les héritiers. On n'a pas encore de solution miracle au moment où je te parle. On pourrait imaginer des solutions dans lesquelles l'immense avantage du notaire, c'est qu'il reçoit par un testament les dernières volontés. Et grâce à ce testament, il pourrait, comme le testament est nécessairement notifié au fichier central, et que tout notaire qui ouvre la succession va nécessairement consulter le fichier central, et donc découvrir tout testament déposé chez un notaire, on peut par ce biais-là assurer une certaine publicité aux dernières volontés. Après, reste une question de sécurité pour que la fameuse clé privée, puisqu'on est sur des propriétés algorithmiques des nombres premiers, c'est le fonctionnement, Bob et Alice dans tous les exemples qui sont donnés, qu'on puisse la retrouver sans sécurité. Le notaire, il n'a pas vocation à être le détenteur de toutes les clés. Il peut s'enrichir par son gentil petit travail. Il n'a pas à avoir ce secret-là des clients. Donc là, je crois qu'on tâtonne encore à trouver la solution parfaite. Ok. Merci Antoine, c'était hyper clair. Tu as rendu un sujet complexe, agréable, et on a bien rigolé. Franchement, je pense que c'est le taux que j'ai le plus rigolé. Donc bravo et avec merci. Grand plaisir et à bientôt. Et à merci. bientôt. Salut.